beaucoup. Bienvenue à la Maison des scénaristes pour cette première masterclass 2018. Et pour cette première masterclass, on a invité un auteur-réalisateur qui est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Et c'est Romain Gavras pour son film. Le monde est à toi. Alors, première question. Attends, j'avais juste. Alors Sarah a quelque chose. C'est ça. J'avais juste une petite mot à dire, c'est qu'en fait, ces masterclass sont très importantes pour les scénaristes qui écrivent pendant des années et qui n'ont pas forcément. Enfin, c'est un parcours du combattant, c'est long. Donc, c'est important de rencontrer des personnes comme toi qui, à un moment, ont un film à la quinzaine avec une belle exposition. Mais aussi, c'est très important parce que là, c'est filmé et qu'il y a des dizaines et des dizaines d'auteurs. Souvent, on fait des rencontres auteurs-producteurs, on sélectionne des projets et il y en a plein qu'on n'a pas pu emmener à Cannes. Et du coup, c'est aussi un moyen pour nous de leur faire un peu participer puisque du coup, c'est filmé et c'est diffusé ce soir. Voilà. Donc, c'est un petit mot pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. Voilà. Alors, donc, première question. Avec évidemment l'héritage cinématographique et familial, comment est-ce que Romain Gavras arrive? L'écriture, en fait, j'ai commencé avec mon ami Kim Chapiron, on avait 14 ans, et on écrivait des petits... Bon, comme on vient tous les deux d'une famille de cinéma, où la maison devenait, avant les tournages, ça devenait un endroit où on préparait les films, les costumes, les comédiens, tout ça. Donc, comme on a baigné dedans, dès l'âge très tôt, dès l'âge de 13-14 ans, on faisait des petits courts-métrages où on montait de VHS à VHS, avec un caméscope VHS, et on faisait des montages comme ça, et donc l'écriture venait naturellement, donc on devait écrire des histoires débiles où on n'avait pas trop de potes, donc on jouait tous les personnages et donc petit à petit l'écriture c'est faite avec ça. Nous au début on s'imposait une règle, c'était si le scénario faisait trop de sens, c'était nul, donc on se forçait à faire des scénarios qui n'avaient pas trop de sens. Parce que le sens c'était vulgaire, on avait 15 ans, on était des petits cons, voilà. Est-ce que déjà il y avait des thèmes ou des choses qui allaient guider un peu dans l'écriture ou c'était Encore une fois, on avait 14 ans, donc... Non, on dit un peu plus tard. Un peu plus tard, c'est-à-dire que ça nous a fait nos armes sur la réalisation, sur articuler un petit peu des petites histoires et développer des personnages. Et après les thèmes, tout dépend en fait. Je pense que chaque réalisateur-auteur a un process différent. Il y en a qui partent d'histoire, il y en a qui partent de personnages, il y en a qui partent d'univers. Moi, je sais que j'aime bien partir d'un univers avant une histoire et que l'histoire se construit avec les personnages, avec tout ça. Mais j'aime bien partir d'un univers spécifique, en fait. Alors, après, tu as noté avec Kim Chapiron aussi le court-métrage Mai. Comment ça se passe, ces courts-métrages Mai? On a monté ça quand on avait 15 ans, et puis c'était une bande de potes où on faisait tout, c'est-à-dire qu'on filmait, on faisait le montage, on allait chercher les potes qui se réveillaient pas le matin pour jouer dans les films, le jus d'orange sur la table, donc c'était vraiment super amateur, mais du coup ça nous a permis de voir à tous les postes, c'est-à-dire d'être chef-op, d'être monteur, et c'est hyper important, je pense, pour être un auteur et pour être un réalisateur, de connaître le montage, parce que ça apprend un langage et une grammaire de savoir ce dont on a besoin, savoir comment articuler une histoire, et du coup c'était une école hyper bien de faire des trucs soi-même, parce qu'on peut avoir toute la théorie qu'on veut, mais c'est vraiment en faisant qu'on s'en rend compte. Et alors, le premier court-métrage que tu penses être, entre guillemets, un professionnel, comment c'est arrivé? Tout dépend de ce qu'on appelle professionnel, c'est-à-dire que le premier truc, vraiment, il y avait une structure de cinéma normale, c'était un clip, parce qu'avant, c'était vraiment, on faisait tout seul, et c'était un clip pour DJ Mehdi, où en fait j'ai un ami à moi, on était ensemble, André Chemetov, en
en primaire et qui lui était assistant. Et il me dit mais viens, on se rend compte, on ne s'était pas vu depuis 5 ans. Et il me dit je veux passer chef op, j'ai une petite caméra 16, un peu de péloche. Et du coup c'est la première fois où il y a eu une structure d'une équipe un peu normale, où moi je laissais la caméra à quelqu'un, donc ça a été un peu compliqué. Mais c'était où quelqu'un, le montage je l'ai pas laissé tout de suite, mais voilà, c'était la première fois où ça s'articulait. C'était un clip avec une petite histoire, et c'était la première fois où ça s'articulait vraiment dans un organigramme d'une équipe normale, avec un chef-op, un premier assistant. Avant nous, on connaissait pas, on faisait à l'instinct en fait. Enfin, on connaissait parce qu'on avait vu faire sur les plateaux de tournage, mais on fonctionnait pas du tout d'une manière académique. Et en vrai, c'est hyper bien de fonctionner de manière académique parce que sinon c'est le bordel. Et donc les 3 courts-métrages que vous avez réalisés en 94, 2001 et 2002, ceux-là ont été faits avant les clips, mais ils ont tourné un petit peu. Il y avait ils ont tourné un festival et tout ça. Ouais. Un petit peu des cours. Et je me souviens, ça tournait pas mal quand même. Non, ils ont tourné un festival. Que le premier qui était professionnel, c'est un clip, mais ils étaient professionnels les 3 cours. Non, mais encore une fois, c'est tout dépend de ce qu'on appelle professionnel. Là, c'était une bande de potes très impliqués, c'est-à-dire qu'on faisait ça vraiment sérieusement, mais on avait tous un petit métier à côté. Moi, je faisais du montage à côté pour des trucs nuls pour M6. C'était des films qui étaient écrits, qui avaient un sens, qui étaient. C'est pas parce qu'on du sens, je sais pas. De potes, mais. Mais quand je dis professionnel, oui, merci. Mais professionnel, c'est plus sur, encore une fois, un organigramme d'équipe et de procédés, avec un petit peu d'argent, mais surtout, c'est-à-dire que où il y avait un premier assistant, une espèce d'organigramme un peu. Avant, c'était, on criait tout le temps. Quelqu'un a une voiture, donc on va faire une scène avec une voiture, voilà. Donc c'est un peu comme ça. Mais ce qui est bien aussi, Parce qu'il y a des longs métrages qui sont comme ça aussi un peu. Oui, bien sûr. Je me suis embourgeoisé, maintenant j'aime bien quand il y a des hélicoptères et tout ça. Donc, Et alors du coup, le fait d'avoir fait ces cours qui ont plutôt bien marché en festival, est-ce que ça t'a ramené des clips, comment ça t'a fait reconnaître un peu à l'époque de Courtrage, on était hyper jeunes, et d'un coup c'était le début des DVD, on a sorti un DVD qui compilait un petit peu tout ce qu'on avait fait, et ça a hyper bien marché. On était complètement indépendants, on a vendu genre 20 000, donc on était DVD d'or, alors que c'était vraiment que des petits courts-métrages qu'on faisait entre nous, et du coup on a eu une exposition hyper bien, et on faisait un peu la tournée des festivals, donc on a commencé à avoir des propositions de films, mais où on n'a jamais réussi, à part Kim qui a fait son film en premier chez Tan. Avant ça, on commençait déjà à avoir des propositions, et c'était vraiment, on n'arrivait pas on se disait qu'on n'allait pas réussir à garder notre sève, notre voix dans un procédé normal. Donc ça a mis un peu plus de temps à se concrétiser en long métrage un peu académique. Et alors, du coup, le premier long métrage, comment il vient? Alors le premier... Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà écrit depuis un moment, ou auquel tu réfléchissais? Le premier long métrage, j'avais déjà commencé à faire des clips, donc un peu plus en pellicule et tout ça. Et Vincent Cassel, qui nous parrainait un petit peu, qui nous aidait, il me dit mais vas-y, je te donne un peu d'argent pour développer un scénario. Et on commençait à avoir une idée avec mon co-auteur Karim Boukacha, et ça a mis 1 an ou 2 à se développer. C'est-à-dire que mon premier long, c'est l'histoire de 2 roues qui essayent d'aller en Irlande pour créer un pays. Mais au début, quand on a commencé à l'écrire, c'est des mecs qui braquaient le Téléthon. Donc et puis après, on a compris que au Téléthon, il n'y avait pas d'argent liquide, et que ça marchait pas du tout dans le scénario. Et en plus, quand on a commencé à en parler aux gens du Téléthon, ils trouvaient pas ça drôle du tout. Et donc voilà, on est parti de ça et on arrive à ça. Donc le procédé, je sais pas comment on en est arrivé là, mais voilà, c'était surtout un premier long, c'est hyper parce qu'on a envie de tout mettre. On a emmagasiné beaucoup de choses pendant des années. On veut tout mettre. Donc c'est ça le risque en fait, c'est d'essayer de vraiment tout mettre et de faire quelque chose un peu indigeste. Donc ça a mis un peu de temps, et ça s'est déclenché quand j'avais fait un clip pour Justice qui s'appelait Stress, qui a eu beaucoup d'expositions, et à partir de là, beaucoup d'expositions négatives et positives, beaucoup de négatives, et
Et à partir de là, Vincent a dit bon, vas-y, on y va, t'es prêt, et on a commencé à partir en financement. On a eu très peu d'argent, mais on a quand même réussi à le financer. Je sais même pas comment, mais aujourd'hui avec le scénario le film est spécial, mais alors le scénario, que des gens mettent de l'argent là-dessus, je suis encore ébahi. Un tout petit budget quand même, ce premier nom. C'est un petit budget pour un film avec Vincent Cassel, c'est un budget à 1 million. Donc on a tourné en 35 quand même. Donc sur Wikipédia, il est annoncé à plus quand même. Mais parce que ça, c'est les producteurs, ils mentent pour récupérer. Voilà, vous connaissez le procédé. Voilà. Ou alors ils m'ont menti à moi, et c'est pour ça que j'étais à l'Ibis pendant 4 mois. Voilà. Et pour revenir au processus d'écriture, tu avais un co-scénariste, donc? Ouais, j'arrive pas à écrire seul. J'aimerais bien. Je trouve que les gens qui arrivent à écrire seul touchent au génie, parce que si j'écris seul, je suis en boucle sur des idées, j'arrive pas à avancer. Et du coup, le procédé qu'on a, c'est j'écris très très mal, presque en écriture automatique, des choses. Après, on en parle avec Karim. Lui fait une passe beaucoup plus élégante. Et après on repasse dessus un peu à 4 mains. Et là, le dernier film qu'on présente à la quinzaine, on était 3, donc toujours avec Karim et avec Noé Debré, qui nous a apporté un peu plus de structure. Voilà. Et c'était assez agréable en fait. À 3, j'avais peur que ça se dilue un petit peu, qu'on parte dans des débats insupportables pendant des heures. Et en fait, on était assez. Le scénario s'est fait assez rapidement en fait. Et alors, toi, ce que tu avais envie de dire sur ce premier film, ça t'a vraiment aidé d'avoir un co-scénariste qui arrive à canaliser un peu tout ce que tu avais à dire? Ah ouais, complètement. Ouais. Sinon, je me serais complètement égaré. Déjà que le film est assez obscur. Si Karim n'avait pas été là, je pense que ça aurait été encore plus perché. Ouais. Et est-ce que tu penses que, en tout cas sur l'écriture, t'as été au bout de ce que tu voulais dire, ou... Ah ouais, complètement. C'est vraiment ce qui se passe quand on laisse trop de pouvoir à un réalisateur, ce premier film. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment ce que je voulais. Il y avait un point qui faisait aucun sens, et même Karim voulait pas que je le mette, les producteurs, et je l'ai quand même mis. Il y a une petite fille à un moment qui n'a aucun sens par rapport au reste du film, mais qui au final en a. Et donc même ça, qui est normalement un producteur un peu sérieux, arrive à disqueter le réalisateur pour qu'il l'enlève. Ils n'ont pas réussi, donc voilà, elle est restée dans le film. Et donc ouais, non, pour revenir sur la liberté, j'ai eu toute la liberté que je voulais, mais comme sur celui-là. Et alors du coup, à partir du moment où tu as commencé tu as eu le budget, le casting est venu rapidement, comment ça s'est passé? Le casting, le film était écrit pour Cassel et Olivier Barthélémy, c'est-à-dire que c'est deux héros principaux, et après c'est que des non-acteurs, c'est que des gens qu'on est allé chercher. Moi j'aime beaucoup mélanger des comédiens confirmés et des non-acteurs, donc c'est que des comédiens qu'on est allé trouver. On a d'abord trouvé le lieu, on a tourné à Dunkerque, et après on faisait du street casting là-bas. C'est un des trucs que j'aime beaucoup. Et après, travailler avec les non-acteurs, trouver même des idées avec eux sur le perso, sur les dialogues et tout ça. Et donc l'écriture a continué au moment du casting aussi, alors? Ouais. Et quand vous écrivez, enfin seul ou à deux finalement, est-ce que vous avez des personnages, est-ce que vous avez des comédiens en tête? J'essaye un petit peu. Pour les non-acteurs, non, mais j'ai une idée un petit peu. Pour les personnages principaux, j'aime bien. Ouais. J'aime bien parce que ça leur donne une voix, ça leur donne, même si on les utilise à contre-emploi, comme là par exemple dans mon film Le Monde est à toi, le personnage de Cassel, il est vraiment à contre-emploi. Donc c'est pas une musique qui est habituelle quand on écrit, mais enfin en tout cas moi je sais que ça m'aide beaucoup à visualiser un personnage. Sinon mon cerveau plafonne un petit peu. Pour le tournage, tu revoyais encore le scénario, tu réécrivais, ou tu avais à peu près tout? Le premier film c'était un peu plus libre. Celui-là, au final on est assez proche du scénario, parce que il y a un truc un peu huilé, si on s'en écarte trop, il y a quelque chose qui marche plus. Et après sur les dialogues, on a pas mal répété avec les comédiens. Moi comme ça faisait 7 ans que j'avais pas tourné de film,
film et que j'avais fait des clips et des pubs, mon vrai enjeu c'était sur les acteurs. Faire des images, ça fait 10 ans que j'en fais beaucoup, donc j'étais plutôt en confiance là-dessus. C'était vraiment sur le travail du jeu, des comédiens. En plus, il y a un ton assez particulier où on est dans la réalité, mais dans une réalité un peu au-dessus de la réalité. Donc il y a une espèce de musique à trouver comme ça, de ton et drôle et premier degré à la fois. Donc on a pas mal répété et un petit peu réécrit ensemble. Voilà. Est-ce que, quand vous écrivez, est-ce que vous avez déjà une idée de la musique? Parce que vous avez beaucoup travaillé, enfin vous avez fait des clips, je crois 13 ou 15. Donc est-ce que la musique est quelque chose de présent dans votre univers? Ça, oui. Mais est-ce qu'il est là quand vous écrivez? Est-ce qu'il y a un lien déjà au niveau de l'écriture? Complètement. Là, pour ce film-là, qui est à la quinzaine, il est très musical. Le premier était beaucoup moins musical, donc c'était plus... dans le premier, il y a du Rachmaninoff, et quand on écrivait, on écoutait beaucoup de Rachmaninoff, parce que ça crée un contraste entre... Pour moi, c'est une comédie, le premier, mais d'un truc hyper sérieux qui vient se clasher avec un truc drôle. Et sur celui-là, toutes les musiques qu'on a pris en synchro, je les avais en tête quand on écrivait. Ouais. Ça va de Michel Sardou à Laurent Voulzy. Voilà. Et alors, le montage, est-ce que toi, tu as l'habitude de faire des cours et des clips, est-ce que sur le montage d'un long métrage, est-ce que ça te fait revoir aussi ton écriture? Je veux dire, est-ce que par rapport au choix que tu avais fait, est-ce que tu t'en rends d'autres quelquefois sur le montage? Ouais, un petit peu. Généralement, maintenant, j'aime bien faire lire le scénario à mon monteur. Parce que même si j'étais monteur, la vie d'un monteur, c'est assez important, parce que tout de suite, il te dit ça, c'est de la merde, ça va gicler au montage, c'est sûr. Et généralement, l'exercice est assez cool parce qu'il est très violent. Et souvent, il a raison. Même si je pense qu'il a tort et je tourne quand même les scènes et on les coupe finalement au montage, il a souvent raison. Et ça, je sais que c'est un truc que je vais continuer à faire, de faire lire une version un peu pas la version def, mais une version avant la version def au monteur, quand le monteur est bon. Parce qu'il a un avis hyper précis et il a un avis de mécanisme et de rythme que nous on n'a pas forcément quand on est dedans, on se perd dans des espèces d'excroissances de personnages, où des fois c'est juste même de la cosmétique et de la coquetterie. Et quand il y a un moment donné, le producteur dit ok, on devait tourner sur 35 jours, maintenant on tourne sur 31 jours, quand il faut couper 4 jours, le monteur c'est assez bien comme allié pour faire lire un scénario et couper des jours. Est-ce que vous storyboardez? Non, dégueulasse. Non, je fais de la pub, donc en pub on est obligé de storyboarder et c'est un enfer pour moi parce que après tout le monde regarde une image et tout le monde se dit il faut que ce soit ça et on essaye de faire et du coup ça après tout dépend des films, c'est-à-dire que si c'est et tout dépend des scènes. Les scènes par exemple, s'il y a des cascades de voitures, c'est bien de storyboarder brièvement pour que tous les corps de métier comprennent ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le régleur cascade, le pilote d'hélicoptère, enfin voilà, tous les mais par contre sur le storyboard, moi je sais, après il y a des gens j'ai des potes qui sont réels et qui arrivent, qui adorent storyboarder, moi je sais que ça m'angoisse carrément le storyboard. En fait, je pense qu'un tournage, il y a quand même une grosse part d'aléatoire, il y a plein de choses qui se passent, et effectivement alors c'est bien de pouvoir prendre du recul, mais le fait d'avoir quelque chose de très précis auquel se raccrocher, ça peut enlever un peu de souplesse et peut-être, Ouais, bien sûr, et puis au final, les meilleurs moments généralement dans les films, c'est des accidents heureux, de choses qui se passent, qu'on n'a pas prévues et qui sont mieux que ce qu'on avait pensé, et que si on est trop contrôle fric, en tout cas sur ça, déjà on laisse pas assez d'espace aux acteurs, et après ça empêche les accidents. Et les accidents, faut pas en avoir peur en fait, ça fait peur le manque de contrôle, mais ça crée des choses sublimes des fois. Alors, une question qui peut aussi n'avoir rien à voir, mais qui en a quand même, c'est des petits détails de tournage, mais moi j'aime bien. Est-ce que vous êtes accroché à votre écran en fait? Est-ce que vous avez un moniteur de contrôle en permanence, ou est-ce que vous avez du recul et vous observez la scène
Parce que c'est pas du tout la même. Non, ça dépend en fait. Ça dépend, c'est-à-dire que quand c'est des plans assez techniques ou je suis assez derrière l'écran, et quand c'est les acteurs qui jouent, j'aime bien. Ça, c'est une technique de mon père, parce que c'était la génération où il n'y avait pas de combo, où il regardait les comédiens, et depuis toujours, il me dit regarde tes comédiens, regarde. Et donc sur les premières prises, je regarde les comédiens en fait, et après je regarde le combo. Alors après la sortie du premier, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a apporté La sortie, ouais, c'est un peu compliqué. La sortie du premier, on avait 25 salles en France. Donc, ce qui est pour un film de ce budget-là, c'est à peu près normal, sauf qu'on avait une énorme star dedans. En fait, ça a été un peu compliqué avec la distribution et tout ça. Donc, moi, j'étais hyper content. Je suis toujours hyper content du film, mais c'était plus à l'étranger en fait où le film a eu une vie intéressante. C'est-à-dire qu'il est sorti dans plein de petits cinémas un peu partout dans le monde. Et là, c'était un peu plus intéressant qu'en France, où en France, quand on sort sur 25 salles, au bout de 2 semaines, on n'existe plus en fait. Donc on avait une promo comme ça et puis une sortie comme ça. Donc c'était un tout petit peu frustrant de ne pas rencontrer le public, parce que quand on fait un film, on fait pas. Enfin, moi, j'aime bien le spectacle, donc j'ai envie que les gens le voient. Donc c'était un tout petit peu compliqué, mais à l'international, c'était assez cool d'aller voir un autre public qui prenne le film différemment, et voilà. Et alors ça t'a apporté, après pour faire le deuxième, est-ce que ça t'a aidé ou... Ouais, je pense que pour faire le deuxième, c'est plus les clips, les pubs et l'aspect faiseur en fait il sait faire des images qui m'ont aidé. Le premier, il fait plus flipper les gens, c'est-à-dire que quand on allait en meeting, je disais vous inquiétez pas, pardon, je referai plus jamais ça, alors que au final ce film-là, il ressemble aussi au premier quelque part. Il est moins radical et sombre, il est beaucoup plus pop et léger, mais il y ressemble. Mais c'était plus un truc qui faisait flipper les financiers qu'autre chose, ce que je comprends. Hein. Alors du coup, entre les deux films, t'as eu beaucoup plus de propositions de clips, de pubs, etc. J'ai eu beaucoup plus de propositions à l'international. Les Américains, dès qu'ils voient que tu fais des trucs énormes, des pubs énormes ou des clips énormes, ils viennent tout de suite et ils te proposent Die Hard 5 et tout ça. Mais au final, c'est comme faire une pub pendant 2 ans où tu te fais maltraiter et c'est un enfer. Donc ça j'étais bien dans... En plus, j'aime vraiment bien le format court. Du coup, ce qui m'a pris du temps à refaire un film, c'est que comme j'avais des propositions de blockbuster, je me suis dit tiens, je vais en écrire un. Et donc j'ai écrit un blockbuster qui se passait en Afghanistan. Donc on est allé là-bas, on a fait mais le film coûtait hyper cher et le héros, c'était un mec sous héroïne en Afghanistan, et tu passais de l'autre côté, les talibans, c'était presque les personnages. Bon bref, voilà. En fait, moi, hyper naïvement, je me suis dit évidemment qu'ils vont adorer. Et en fait, non, pas du tout. Et donc on a fait un peu le circuit d'envoyer au studio, d'envoyer aux acteurs et tout ça. On a très vite compris que ça passerait pas du tout. Mais ça, c'était mon ego de me dire évidemment qu'ils comprendront, évidemment qu'ils trouveront ça génial. Et donc ça, on a perdu un peu de temps là-dessus. Et puis il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans, on a commencé à écrire ce scénario-là. Le financement est un peu compliqué, mais on a pu... Ma production Iconoclast, ce qui est bien, c'est comme c'est eux qui produisent mes réclames, on a pu commencer à développer le scénario sans attendre de l'argent, avec l'argent de la pub, et à commencer quand on n'avait pas tout l'argent et on est parti en pré-prod, ils ont pu avoir les épaules d'assumer ça avant que Studio Canal nous suive et tout ça. Donc ça, c'est l'aspect positif de faire de la pub, c'est que déjà tu as des équipes qui sont payées quand tu fais de la pub, parce que j'utilise tout le temps les mêmes équipes, et en même temps en production ça te permet de lancer des projets. En fait, c'est Iconoclast qui produit tes pubs, qui a produit le développement du film. Ouais, et qui a produit le film, ouais. Oui, je veux dire en amont. Voilà, en amont, ouais.
Et alors, comment c'est venu le scénario de Monde des Tatouages ? Le scénario, je pense que tous les réalisateurs ont envie à un moment donné de faire un film sur les voyous, sauf que moi j'ai pas la fascination du voyou mystérieux à la Melville qui a des regards sombres et qui c'est-à-dire que le mystère et la glamourisation du voyou, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est vraiment un truc que le cinéma a inventé. Et du coup, on a commencé à aller à écouter des potes qui ont mal tourné, à nous raconter des histoires. Un pote à moi, avocat, qui est un avocat dans le milieu, qui me racontait des histoires où on allait en procès en comparution immédiate. On a fait une espèce de petite compile comme ça d'histoires. Donc c'était, encore une fois, ça partait d'un univers plus que d'une histoire en particulier. Et donc on avait la tonalité du film, donc c'est-à-dire vraiment sur un truc sur des petits voyous, des bras cassés, qui tuent un peu le côté glamour de ce que les films de gangsters sont d'habitude, et qui rend le truc plus humain finalement. Et j'arrivais pas à trouver d'angle personnel, et à un moment donné en procès, j'ai vu une mère qui défendait son fils, et en fait en fait j'ai vu une relation mère-fils dans ce milieu-là, qui a créé un écho personnel, et du coup on a tiré, donc le film se construit autour d'une relation mère-fils là-dedans, avec une mère voleuse, hyper acariâtre, qui est Isabelle Adjani dans le film, habillée en Versace, elle est vraiment bien dans le film, et du coup c'est au travers de cette ligne qu'on a construit le film. Donc voilà, c'est parti de cet univers-là, de faire un truc sur un petit peu des bras cassés, haut en couleur, et tout ça. Et après, l'histoire elle-même, elle est assez basique. On s'est dit, comme les personnages, le ton du film sont différents et pas habituels, on va faire une histoire hyper simple, où c'est un mec qui essaie comme dans beaucoup de films de gangsters, c'est un mec qui essaie de s'extracter de son milieu pour faire un dernier coup, pour avoir une vie tranquille. Donc avoir une espèce de base dramatique hyper tangible, hyper simple, hyper claire, pour après avoir des ingrédients et twister le genre à notre manière. Et alors, donc le ton de la comédie, il y a un petit ton de comédie quand même dedans. Ah ouais, complètement. Ouais. Revendiqué, c'était immédiatement. C'était ce que tu voulais. Ah bah ouais, non mais c'est je sais pas si t'es déjà allé en comparution immédiate à Bobigny, à Ouly Saint-Louis. C'est drôle et triste et émouvant, mais vraiment moi des fois je me retenais de rire. C'est des histoires pas possibles. Donc le ton de la comédie, c'est pas une comédie à punchline ou à blague, c'est plus des situations et des personnages. Et c'était ça le truc qu'on essayait de chercher, qu'on allait chercher avec les acteurs, de trouver cette tonalité là où tout le monde joue quand même premier degré, mais avec cette petite musicalité là. Après j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu le casting. Alors c'est un teaser qui explique pas grand chose. Il y a un casting incroyable. Est-ce que tu avais déjà tes acteurs quand t'écrivais l'acteur principal qui s'appelle Karim Leclou, je l'avais en tête, vraiment il est écrit pour lui. Vincent aussi, Isabelle aussi, mais j'étais pas sûr de l'avoir. Et donc ça c'est et après les autres, pas vraiment les autres, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais ouais, pour ceux-là, ouais, ils étaient en tête dès le début. Ouais. Est-ce que vous avez déjà participé à l'écriture sur des projets que finalement vous n'avez pas réalisés ? Comment ça se passe quand on... Alors, pas activement, mais par exemple, quand mon pote Kim Chapiron écrit un film, moi, quand j'écris, je lui fais lire, on se fait des espèces de brainstorm et tout ça. Donc, c'est plus au service, mais c'est pas la même démarche, c'est vraiment plus au service, soit d'un pote, soit de mon frère, soit de ma sœur, soit de mon père maintenant, où on réfléchit, on se prend 3 jours et on débriefe et on réfléchit ensemble et on écrit un petit peu, mais c'est plus du consulting amical en fait. Oui, c'est pas mal, vous êtes 4, donc c'est plutôt chouette comme. Et alors du coup, je fais une petite parenthèse sur un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Le Capital. Je crois que vous avez un petit peu participé. Alors c'est plus Karim qui a écrit, en fait, où j'ai présenté Karim à mon père, où ils ont écrit ensemble, et moi je suis très très peu intervenu. C'était vraiment là, je ne vais pas prendre les lauriers de. D'accord, non, mais s'il y avait eu des petites, des petites. Voilà. Un tout petit peu de loin, ouais, de loin. Pas activement à écrire des dialogues et tout ça, non. D'accord.
Et donc après, pour trouver le budget, ça s'est fait facilement. Ça se fait jamais facilement, je pense. Ça s'est fait, comme on avait, ce qui était compliqué en fait, c'est que l'acteur principal, Karim, c'est un super acteur qui a joué dans plein de trucs où tout le monde était déjà ok pour se dire ok, c'est un super acteur, mais c'est pas une star, c'est-à-dire que d'avoir. Donc c'est pour ça qu'autour de lui, on a un super beau casting, mais parce que lui, en termes de financement en tout cas, pas bankable à cette époque-là. J'espère qu'après le film il le sera. Mais donc ouais, ça a été un petit peu c'est toujours une petite danse de toute façon d'aller trouver les sous, mais Studio Canal assez vite ont cru au projet, ils nous ont suivis. Après ça a été une espèce de montage, je sais pas exactement comment ça s'est fait. À la fin les musiques du film coûtent un peu cher, donc là je reviens je suis allé faire de la réclame pour aller chercher des sous pour que voilà. Donc voilà, il y a des petits arrangements quoi. Et là, du coup, c'est quoi le budget à peu près du film? Parce qu'on peut pas trop se fier. Le budget du film, c'est assez cool, c'est 5. Mais le film, on dirait qu'il en a 15. Enfin, ça, c'est moi qui frime un petit peu, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est la pub. La pub a un défaut, c'est qu'on a beaucoup trop d'argent pour faire des trucs beaucoup trop simples. Et dans les clips, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent dans les clips. Et moi, à chaque fois, je veux des trucs, mais voilà. Et donc les clips, en fait, te permettent en tout cas moi, dans la manière dont je l'ai fait, où il y a beaucoup de prépa, tout ça, mais de filmer ce gobelet et d'avoir l'impression que c'est de l'or, tu vois. Donc vraiment essayer de sublimer en tout cas un truc où t'as pas beaucoup d'argent, mais de le rendre large. Et donc cette période de 7 ans entre le film et tout ça, ça m'a appris un petit peu ça. Et donc le film, on a l'impression que y a beaucoup d'argent. En fait, comment ça t'a aidé la pub et le clip pour le film? Ça m'a aidé dans une espèce d'aisance dans la grammaire visuelle ou plein de trucs en technique où maintenant je suis assez rodé à l'exercice pour que ce soit plus un souci et une entrave à la narration, c'est-à-dire où j'étais assez en confiance, je pense, pour avoir un film ambitieux à l'image, mais pouvoir me focaliser sur les comédiens et sur l'histoire et vraiment sur le jeu et sur les comédiens. Que si ça avait été il y a 7 ans, je pense que d'avoir un film ambitieux visuellement et en même temps ambitieux avec les comédiens, j'aurais pas pu tout gérer et l'un aurait plus pâti que l'autre en fait. Est-ce que vous avez d'autres films en préparation, enfin du moins en tête, en écriture, enfin combien vous en aviez? Est-ce que vous avez un focus et c'est vraiment celui-là et je m'attache qu'à celui-là et je me disperse pas, ou est-ce que vous avez comme ça plusieurs pions à avancer? Alors, comment ça se passe comme ça faisait 7 ans que j'avais pas fait de film et que j'ai vraiment envie d'en refaire plus vite, avant de partir, j'ai lancé 2 projets. Donc là, dès que là, on vient de le finir, le film, donc dès que tout ça est fini, j'ai 2 projets sur lesquels je vais réfléchir et je verrai lequel, une fois que je vais à tête reposée, sur lequel on parle. Mais oui, l'idée, le mieux, c'est d'avoir toujours quand même un livre, quelque chose un petit peu en attente qui mûrit dans la tête pendant qu'on tourne et de l'avoir dans un petit coin de la tête. Ouais. Il y a aussi un petit peu un côté, ça c'est quelque chose que je remarque, quand il y a un premier long ou deuxième long qui sort, on est quand même un peu en haut de la vague, on parle de nous, enfin on parle, et le fait d'attendre trop, enfin si jamais il n'y a pas un film qui est quasiment prêt en fait, là, pas forcément parfaitement abouti, mais quand même déjà bien avancé, la vague retombe, et après c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu l'Everest quoi, enfin que ça. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Alors que si vraiment il est là, enfin c'est souvent un conseil que je donne. Bien sûr. Ouais. Ah non mais moi j'aurais bien aimé avoir ce conseil après le premier film. Mais effectivement, c'est pour ça que là on a deux projets qui sont assez avancés pour pas que ça prenne des plombs. Mais après moi j'aime bien le format clip ou le format. Là j'ai un projet d'une
une série de films, alors je sais pas si c'est des films d'art ou des films mais voilà, qui sont ni clips ni court-métrage. Moi j'aime bien les formats différents, c'est-à-dire que les films, c'est vraiment, j'adore ça, mais je sais que je continuerai tout le temps à faire une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans un clip ou quelque chose comme ça, quoi. Tu as fait une série aussi Non, j'ai préparé une série et je me suis barré parce que... Enfin si, elle s'est faite, c'est une série qui s'appelle Panthers. Et donc j'ai fait toute la prépa, le casting et tout ça, puis je me suis pas entendu avec les producteurs, donc je suis parti. Mais il y a eu des épisodes de fait. Ah ouais, la série elle est sortie, ouais. Il y a combien, c'est une première saison, non? C'était une série arrêtée en fait à 6 épisodes, c'était une mini-série. C'est un format qui t'intéresse, la série? C'est un format qui m'intéresse si c'est fait dans une dialectique où le réalisateur est vraiment le patron, dans le sens où le problème de la série, c'est que le réalisateur, généralement, c'est l'auteur vraiment le patron. L'auteur, le producteur, le showrunner chez les Ricains. C'est pas, pour l'instant, enfin en tout cas dans la manière dont ça s'installe maintenant, c'est pas vraiment un médium de réalisateur. Donc à partir du moment où il y a ça, on te renvoie toujours à la télé, ça fait comme ça, tu peux pas utiliser cette personne, tu sens que t'as pas les clés du château. Et ça c'est, moi il y a des gens, je pense qu'ils arrivent à le faire, il y a des gens qui arrivent à le faire, moi je saurais pas le faire en fait. En plus c'est tellement long, c'est-à-dire 100 jours de tournage où c'est pas toi qui as les clés du château, c'est pas possible. Autant en pub, je peux me prostituer pendant 5-6 jours sans problème et le faire vraiment bien et être un bon mercenaire, autant sur un truc beaucoup plus long et plus personnel, où on met plus d'enjeux à soi, c'est vraiment compliqué. Après c'est un médium super intéressant, mais c'est rare qu'il y ait des moments de cinéma et des moments d'envolée dans les séries. Souvent c'est vraiment le scénario, quoi. C'est ce qui prime sur le reste et à raison souvent. Mais pourtant la série permet quand même beaucoup de liberté. Elle permet, il y a des séries qui sont tournées avec peu d'argent, qui peuvent avoir une super belle visibilité, et on a l'impression quand même que l'auteur, si ça se passe bien, après je ne connais pas l'histoire de celle-là, mais en tout cas vous êtes allé jusqu'au bout, elle a eu une belle visibilité quand même, cette série. Moi je suis pas allé jusqu'au bout puisque je suis parti. Oui, mais ça a été bouclé, ça a été jusqu'à la fin ou... Ah ouais, non, ils l'ont fait. Donc c'est pas vous qui l'avez tourné? Non, je l'ai pas tourné. Moi, je l'ai préparé et casté et tout ça. Et à un moment donné, ça a été décalé pour des attentes d'acteurs. Et puis on s'est pas entendu avec la production. Et puis je suis parti. Le fait de tourner des pubs où on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de temps, on fait plein de trucs un peu inutiles quelquefois, faut le dire. Est-ce que c'est pas un peu antinomique avec la démarche artistique d'un long métrage et l'économie d'un long métrage? Ouais, c'est dans la tête d'un réalisateur. C'est deux métiers différents. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à en faire, j'arrivais avec mon ego et mes fragilités de réalisateur. Et puis très vite, j'ai compris qu'il ne faut pas du tout être dans ces deux métiers différents. Il ne faut pas être du tout dans cette mentale-là. Il faut être dans une mentale de... Moi, j'aime bien tourner. Donc quand je tourne, je suis content, même si c'est... Il faut essayer de bien faire, mais comprendre que tu es un mercenaire. Et ce qui est complètement ok, hein. C'est-à-dire que ce que ça te permet, c'est de tourner. Moi j'aime bien tourner, j'ai la chance d'en faire où à chaque fois je peux m'amuser, essayer de dire celle-là j'aimerais bien utiliser ce type de caméra, ce type de grue pour tester des trucs, et ça te permet d'être complètement libre après dans la démarche artistique, c'est-à-dire de ne pas faire des films pour l'argent, de faire des films pour les bonnes raisons, et aussi de faire bosser ses équipes, où des fois sur les films ou sur les clips il n'y a pas du tout d'argent, on demande beaucoup d'efforts, et c'est pas la même chose de demander beaucoup d'efforts quand on sait que derrière on fait des pubs avec beaucoup trop d'argent, et donc voilà, c'est une espèce d'équilibre à trouver où c'est compliqué. En fait, le piège c'est d'en faire trop. Il y a une année où j'en ai fait beaucoup trop, et la schizophrénie mentale de ça, parce qu'on est en représentation, qu'on est en pub. Après, encore une fois, je prends du plaisir à en tourner, et j'essaye à chaque fois de bien faire. Il y a plein de réalisateurs des réalisateurs de long confirmés, ils vont dans la pub, ils prennent ça de haut, voilà, mais ils retournent plus après. Moi, j'espère
clair que j'aurai toujours ce truc-là à côté pour continuer à avoir la liberté de développer des projets sans avoir à aller danser autour des financiers, tout ça, d'avoir cette autonomie-là. Donc voilà. Mais après, oui, c'est une petite danse un peu schizo. Ouais. Toi, l'avantage que tu as, c'est que le producteur il produit tes clips et c'est lui qui produit le plan. C'est vraiment un truc, quelque chose que vous faites ensemble, c'est une démarche artistique et commerce et financière qui est donc, qui est cohérente. Si c'était des producteurs différents, ça ne marcherait pas du tout. C'est ça. Ouais. C'est vraiment justement de pouvoir gérer cette schizophrénie. Ouais. Donc, a priori, les producteurs sur le prochain sont les mêmes. Ah ouais, complètement. Alors ça, c'est une démarche intéressante. En tout cas, je trouve que c'est un beau cadre de travail. Nous, dans les auteurs qui passent chez nous et dans les films qui avancent, surtout quand on sait que beaucoup ont fait du court-métrage et font un premier long, on a une perte comme ça. On fait un premier cours avec un prod et puis un deuxième cours avec un autre prod et c'est jamais le prod des premiers cours qui va faire le premier long et c'est rarement le prod du premier long qui fait le deuxième long. Et c'est vrai que du coup, on perd une sorte d'habitude de travail, de relationnel. Pour moi, c'est hyper. Du temps, la relation avec le producteur est très très importante. C'est très dur à trouver. Ah ouais, c'est super dur à trouver. C'est super dur à trouver parce que c'est une confiance qui est dure à acquérir de la relation entre le prod et le réalisateur, mais qui est cruciale. C'est-à-dire que il y a des réalisateurs qui aiment bien être tout seul et en guerre contre tout le monde. Moi, j'aime pas du tout. J'aime bien avoir quelqu'un qui va en guerre à ma place. Donc la relation avec le producteur et ce qu'il amène aussi, surtout la franchise, c'est-à-dire de dire non, ça c'est pourri, ça c'est bien. Je pense que même si après tu t'embrouilles, mais au moins il y a une dynamique qui est intéressante et constructive. Donc tu termines le film, au moment où tu le terminer, tu apprends la sélection à Cannes comment? Je sais pas, pardon. Tu apprends la sélection à Cannes comment? On l'a envoyé à la quinzaine très vite en premier, puis ils nous ont dit oui, et puis j'étais super content. Mais en fait, et puis fallait le terminer en temps après. Ouais, mais on était assez bien dans les dates. On était un peu pile poil, on l'a fini il y a une semaine, mais j'étais hyper content parce que je m'y attendais pas, dans le sens où c'est un film vraiment pop, un peu comédie, qui est pas forcément c'est pas un film ciblé Cannes, même si je sais pas s'il y a un truc. Donc vraiment on était super heureux. La façon dont Edward Weintraub, quand il m'a appelé, en parlait, et je sentais qu'il avait vraiment compris le film. Et c'est un moment un peu fragile quand le film n'est pas fini, on est encore en montage, on le fait voir à des potes et tout ça, et quand quelqu'un de l'extérieur complètement, en plus avec un un peu un télo et tout ça, que le film n'est pas, ça donne un peu de force, quoi. Voilà, on est très content. Et après on peut pas le dire, alors on dit ah oui avec un petit sourire insupportable, voilà. Je sais pas, voilà. Mais non, j'ai très hâte, j'ai un peu passé samedi, on est un peu comme ça, mais je suis content du film, donc on verra. Et là, les comédiens sont là? Ouais, les comédiens sont là, ouais. Non, les comédiens, ils l'ont vu, ils sont tous contents, donc ils sont derrière le film et tout, donc ça c'est cool. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez quand vous avez reçu la réponse? Souvent, il y a des trucs importants comme ça, on se souvient. Enfin, moi, ça me fait ça. Je me souviens, même si c'était un truc complètement. Mais je me souviens exactement où j'étais, ce que je faisais, avec même ce que je portais. Donc, J'étais dans ma cuisine. Merci de répondre à la question des villes. Voilà, je coupais des tomates. Du coup, les prochains projets, ça parle de quoi? Qu'est-ce que là, c'est trop. Déjà, c'est compliqué même de parler du film, alors que je viens de le finir, d'articuler une pensée cohérente sur un truc parce qu'au final, on fait tous semblant, on rétro-donne du sens à plein de trucs, on fait vraiment. Voilà. Donc, de parler de trucs où je sais même pas comment l'articuler encore, c'est compliqué, ouais. Mais ça va être bien. Ouais, super film. Ça va être des super films. On va passer aux questions du public. Tu as encore des questions? Je vais chercher si j'en trouve une très très débile au fond de ma tête. J'étais habillé en bleu. Est-ce que vous avez une question à poser? Bonjour.
Je voulais savoir par rapport au clip Stress, est-ce que tu as réussi à contrôler ou canaliser ces jeunes justement qui étaient vraiment... parce que quand on regarde l'action de ces personnages-là, on est vraiment dedans, on a l'impression même que c'est un documentaire sur des jeunes qui entendent tout péter en quartier, qui ont vraiment une liberté là-dessus. Et je voulais savoir s'il y a eu un manque de contrôle justement à cette folie. Non, pas du tout. Les jeunes qu'on a pris, on a pris des jeunes qui étaient pas trop foufou non plus, et pour justement pas que ça déborde, et pas que après la manière généralement la manière de tourner certains trucs de violence, c'est bien quand il y a un peu de réel. Donc c'est-à-dire que les jeunes, c'était pas des cascadeurs, les mecs en face, c'était des cascadeurs, on n'avait pas d'argent, donc c'était des cascadeurs un peu à l'ancienne qui bossaient avec Chuck Norris et tout ça, et du coup moi je mens tout le temps en fait dans les scènes d'action. Je dis on fait une répète, je dis aux petits jeunes on fait pas une répète, vous y allez à fond, on fait une prise, donc ils y vont genre, et du coup t'as des réactions hyper réelles, des mecs qui ont peur en face parce que ils croyaient que c'était une répète à 50% de la vitesse, sauf que tu y vas vraiment, et après ils venaient, ils disaient ah mais non ils y sont allés vraiment. Je dis mais vous êtes des grands gaillards, ils sont tout petits, tu vois. Donc voilà, et les cascadeurs de toute façon généralement ils aiment bien quand ça y va un petit peu, donc c'est du mélange entre du réel et du voilà. Et puis après il y a un ou deux potes qui sont dans cette vidéo et qui me disent vas-y, moi je me fais péter la gueule, j'en ai rien à foutre, donc on leur a pété la gueule. Voilà. Et juste aussi par rapport aussi au clip Stress, je voulais savoir s'il y a eu des censures par rapport à cette violence qui est assez... Censure, je sais pas, mais quand c'est sorti, c'était assez compliqué. Bah non, en fait, nous l'idée c'était de parler sur des... Bon, déjà, c'est vendre un film, on est obligé de faire des interviews et c'est hyper compliqué de parler de ce qu'on fait, d'avoir des trucs intelligents à dire et d'avoir... alors sur les clips, moi j'ai rien à vendre, donc j'en ai rien à foutre, donc je fais pas d'interview. Spécialement sur celui-là, parce que du coup ça lançait des débats insupportables sur des trucs qui étaient pas le sujet forcément. Quand c'est sorti, c'était compliqué parce qu'on a eu Couve du Monde, Couve de Libé, Couve du Figaro, ils pensaient que c'était vrai, que tout ça, et donc la gauche disait que j'étais un sale raciste, la droite disait que j'étais un anarchiste nihiliste. Moi j'étais bien, j'étais au milieu, je disais rien, et finalement c'était hyper confortable. C'est une position de petit con, mais c'était hyper agréable d'être à un endroit où tu sens que tu as fait un truc réussi et que personne comprend et que tout le monde s'excite, et puis après c'est retombé. Maintenant moi c'est le clip que j'ai fait préféré en fait. Je pense que je retoucherai pas un truc où les planètes s'alignent aussi bien, mais c'était compliqué. Après c'était vraiment pas aimé quoi. Mais ça n'a pas spécialement impacté derrière pour le... Si, je pense. Parce qu'en même temps, ça faisait une belle couverture. Bah, non, c'est-à-dire que quand personne dit des trucs positifs sur quelque chose, et en fait, Qu'on dise du bien, qu'on dise du mal. Ouais, là, c'était que du mal. Mais moi, pour le coup, j'étais vraiment dans une position petit con parce que j'étais sûr de moi, et donc voilà. Je pense que c'est quand tu commences à devoir te justifier, ou encore pire, s'excuser sur des trucs comme ça, mais on est quand même dans un monde en ce moment où le moins de trucs qui part de travers, on te fait une clé de bras pour que tu t'excuses de trucs. Bon, voilà. Mais en même temps, ça fait réfléchir, ça fait bouger les limites, c'est bien aussi. Les clips et les courses servent quand même aussi à ça. Ouais, alors ça change. Ça peut faire peur si effectivement sur un long. Je peux comprendre que ça. Ouais, non, ça n'a pas nuit ou aidé. Je pense que ça. Ouais, je ne saurais pas mettre des mots dessus. Sur ce que ça a fait sur l'impact de. Au moment, quand il y a eu la recherche de financement, est-ce que c'est quelque chose, il y a quand même du temps? Non, si, c'est quelque chose où les. Ça a été ressorti,
c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect moral du clip, j'imagine chez les financiers, ils se sont dit, ok, il sait faire des images, c'est cohérent dans le style, tout ça. Donc je pense que c'est là peut-être que ça a été bénéfique si on met la morale de côté, dans la fabrication pure en fait. Donc peut-être que ça a été bénéfique là-dedans. Après, ouais, voilà, je pense que ça a été ça l'impact. Parce que des films comme ça, très provocants, non politiquement corrects, il y en a, ils font entièrement la promo du film là-dessus. C'est pas rare. Donc c'est pour ça que je me dis, ça peut, dans une démarche de com, parce qu'il y a quand même ça dans un long métrage, il y en a qui cherchent vraiment à faire des choses provocantes, vraiment borderline, parce qu'ils savent que dessus, la presse va en parler, tout le monde va en parler, ça fait quand même une très très belle pub et les spectateurs bien sûr, après un clip aussi sur ces films-là. Un clip c'est différent parce que t'as rien à vendre en fait. C'est les gens qui vont te voir, donc t'as pas de ticket à vendre. Donc la démarche, il n'y a pas vraiment de démarche marketing, tu vois, autour de ça. Du coup, ouais. Parce que encore une fois, pour des lots, ça peut être une démarche marketing, même avec des financiers, d'aller volontairement. Ah bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que je me demande si ça a tant plombé entre guillemets ou été avec un impact négatif sur un nom. Non, c'est plus sur les retours et sur la perception de certains journalistes, c'est-à-dire que comme je faisais un peu le malin à faire zéro interview, à mettre tout le monde dans le vent et à pas répondre et tout ça, je pense que je l'ai payé derrière avec le long sur les réponses du long. Je pense, un petit peu. Là c'est possible, effectivement. Faut être gentil avec les journalistes. Voilà, j'ai appris ma leçon. Merci madame. Là je répète, moi. Bonjour. Bonjour. J'ai bien remarqué la version pour le storyboard et une sorte de bienvenue aux accidents. Est-ce que c'est une tendance ou que je vois vers une sorte de liberté ou est-ce que je rêve? Non, si, c'est essayer de créer de la liberté. Si on est enfermé, encore une fois, dans un storyboard ou dans quelque chose de trop contrôlé, on manque un peu de liberté et du coup, on pousse pas les accidents à arriver. C'est-à-dire que un tournage, c'est des accidents qui arrivent tout le temps, mais c'est aussi créer un espace pour qu'il y ait ça qui se passe. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais si on tourne une scène, par exemple, si je tourne une scène de boîte de nuit, au lieu d'avoir que de la figure contrôlée et tout ça, généralement ce que j'aime bien faire, c'est faire un deal avec un club ou quelque chose comme ça, avoir 30 personnes et que tout le reste soit réel. Donc les 30 personnes qu'on voit à l'image, et du coup forcément c'est le bordel et forcément ça crée des accidents heureux. Donc c'est créer une espèce d'espace, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, pour qu'il y ait du chaos et quelque chose qui en sorte. Et donc le storyboard empêche complètement ça, parce qu'on est dans une image hyper contrôlée. Voilà. Et après, faut pas que ce soit trop le bordel non plus. Donc c'est une limite une ligne assez fine. Bonjour. Tout à l'heure, tu me parlais des 15 ans et tout ça, avec une certaine insouciance, quelque chose de ludique, un peu provoque. Est-ce que c'est parti, ça? Est-ce que ça s'est fait discipliner ou éliminer par le boulot, la professionnelle et tout ça? Ou est-ce que ça te porte toujours? En étant super honnête, je pense que forcément l'insouciance, il y a plein de trucs d'insouciance qui ont dû partir mais après, moi je suis vraiment tout le temps super content quand je tourne, même quand c'est des pubs pour des chaussures. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même cette excitation-là. C'est-à-dire, il n'y a jamais un moment d'être blasé ou de. Par contre, le côté provoquant ou le côté on n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent. En étant honnête, je pense que forcément ça part un petit peu parce que on s'est pris des beignes, on a été en contact avec le public, donc la façon dont le public répond, c'est-à-dire qu'au début on s'en fout vraiment, et puis quand tu es dans la salle et que le public soit ne rigole pas ou soit ne réagit pas comme on l'avait anticipé quand on est. Donc forcément on anticipe et on prend en compte ces choses-là et ça devient. Il y a un tout petit peu plus de cuisine que quand on est insouciant et jeune et qu'on en a rien à foutre, je pense. Une deuxième question qui n'a rien à voir, c'est, puisqu'on est à la maison des scénaristes, c'est quoi ton rapport à l'écriture maintenant? C'est quelque chose que tu sens de ton côté ou c'est toujours difficile? C'est une appréhension?
c'est toujours une appréhension, c'est toujours difficile. Il y a des moments lumineux où on est hyper content et c'est super bien, et puis après pendant 3 jours, on regarde des émissions absurdes à la télé dans le vide, et on pense que tout est nul et que jamais rien ne sera bien et qu'il faut retourner en Grèce élever des chèvres. Ça arrive souvent. Il y a des gens qui écrivent que dans le bonheur. Moi, c'est vraiment le tournage où je suis c'est le plaisir. L'écriture, c'est dur avec des moments de bonheur. Une souffrance. Ouais, c'est ça. Souffrance, c'est un grand mot. Hein, mais c'est un moment compliqué, surtout les périodes où on est tout seul et on n'est pas en ping-pong d'idées avec son co-scénariste, parce qu'on est dans l'introspection, on se pose des questions nulles. C'est comme une descente de LSD, quoi. On se pose des questions qu'on ne devrait pas se poser, on ouvre des portes qu'on ne devrait pas ouvrir. Donc voilà, donc c'est pas une souffrance où on souffle le martyr et on se taillade les veines. Ouais, non, c'est un peu douloureux parce que on est face à notre propre médiocrité les 3/4 du temps en fait. Voilà. Et t'attends d'avoir quelque chose en béton pour dire bon maintenant c'est bon, on peut aller tourner, ou ça reste toujours... Non, il faut. Je pense vraiment et de plus en plus que c'est très très important, même s'il y a des choses qui changent dans certaines scènes, dans certains dialogues, mais d'avoir un scénario vraiment fort. Après, tout dépend du film, c'est-à-dire que si c'est un road movie très léger, porté par les acteurs et quelque chose de très simple, c'est pas le cas, mais généralement les faiblesses au scénario, tu les payes mais de façon tellement monumentale au tournage que c'est quand même bien d'avoir quelque chose de bien structuré, où on sait où on va, où on connaît les enjeux des persos, on connaît les enjeux de l'histoire par cœur, parce que sinon on les paye. Mais j'ai fait que 2 films, mais à chaque fois je les ai payés, les faiblesses au scénario, on les paye forcément. Est-ce que... Ah, pardon. Vas-y. Puisqu'on est dans l'écriture, vous écrivez comment ? Vous commencez par exemple, par des scènes qui vous obsèdent un petit peu, vous les écrivez, et puis après vous construisez, vous commencez par la fin, vous êtes dans une écriture linéaire, ou pointilleuse. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus des scènes, comme d'écriture automatique où je me force à que ça sorte, à faire parler les personnages, mais des fois c'est des scènes à côté des scènes, c'est-à-dire que je me dis ok, je vais pas attaquer cette scène, mais je vais les faire parler dans un autre contexte qui sera pas le film. Et après je fais une première. D'abord on se parle avec mon auteur ou mes auteurs, et après je pars un peu tout seul. J'écris un truc où il m'appelle, il se fout de ma gueule parce que c'est écrit comme un cochon. Et après on met un peu en forme, on se reparle. Mais la première passe, il faut qu'elle soit hyper. Enfin en tout cas pour moi, pour mon processus d'écriture, il faut qu'elle soit hyper libre et pas avoir peur d'écrire des conneries. Dans cette phase-là, vous commencez par le début Non, c'est des scènes, voilà, c'est des scènes, d'essayer de trouver la voix du film, en fait, le ton et la musique, la musicalité du film. Donc vous commencez pas par 10 lignes ou une page de grosse maille, un peu comme un synopsis, pour aller après un peu comme en peinture, on dirait qu'on fait une sorte de mise en place grosse maille pour après rentrer dans des petites touches de détails. Hein. Vous commencez en fait par le cœur. On essaye de scénettes ou des choses dans le... On essaye d'avoir une vue un peu globale, mais la phase de traitement où on doit faire 3 pages pour expliquer au producteur ce qu'est l'histoire, c'est le truc le plus compliqué, je trouve, où généralement on le fait de façon rétroactive, c'est-à-dire qu'on a un peu les grandes lignes, et après, parce que articuler avant de s'être un peu confronté au personnage, confronté aux scènes, confronté à la musique du film, d'articuler un traitement hyper construit, c'est ce qui est le plus dur, même rétroactivement, quand on a un petit peu des brouillons de scènes, de revenir à ça, c'est l'exercice le plus dur. Donc c'est vrai que des fois dans c'est un traitement, une première version, tout ça, mais généralement moi en tout cas c'est plus une première version brouillon qui fait revenir après au traitement. Ouais.
Et est-ce que ça vous rassure, ou est-ce que vous en avez besoin, indépendamment du côté rassuré, d'avoir votre co-auteur sur... Ah ouais, ça me rassure. Ah non, sur le tournage, non. Ah non, mais c'est pas la démocratie, un tournage. Non, mais ça peut, parce qu'il même... Voilà. Non, mais c'est très... En fait, c'est... Aux États-Unis, ça se fait. Après, en France, beaucoup. Non, mais... Non, mais il y en a qui... Des fois, on en parle, on peut regarder les rushs ensemble, on peut avoir... Après, moi, c'est très... Sur un tournage, les gens avec qui j'ai un dialogue, c'est mon chef-op. Là, sur ce film, ma script, avant, je savais pas à quoi ça servait. Et là, sur ce film, j'en ai trouvé une géniale, qui était comme une petite voix dans ma tête, où on a fait beaucoup de travail en amont, où on a pris le scénario, je lui ai expliqué les enjeux, tout ça, à chaque fois de chaque scène. Et à chaque fois que je m'égarais sur le tournage, c'était comme une petite voix dans la tête qui me disait, rappelle-toi, on s'est dit ça, est-ce que tu t'égares parce que tu as envie de t'égarer, ou est-ce que tu oublies que c'était... Voilà, donc ça c'est super, mais en vrai, il n'y a que 2 personnes qui je peux pas... Les acteurs, on essaie d'avoir un tout petit peu d'oreille pour des bonnes idées, mais le vrai dialogue, il est compliqué pour en tout cas pour moi, il est compliqué. S'il y avait un scénariste, un producteur derrière le combo qui me dit, ah mais il y a un... ouais, c'est... Voilà. Et du coup, vous écrivez pour tourner, et vous tournez ce que vous écrivez, mais est-ce que vous pourriez faire l'un sans l'autre, c'est-à-dire écrire pour quelqu'un d'autre ou tourner sur le scénario de quelqu'un d'autre? Écrire pour quelqu'un d'autre, je pense pas, je suis pas assez bon auteur pour ça, et je prends pas assez de plaisir en écrivant pour ça. Et on rêve tous quand on est réalisateur d'avoir un scénario, c'est génial, c'est exactement ma voix, je vais le faire, mais ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Voilà. Donc j'aimerais bien, mais je pense que ça arrive jamais vraiment en fait. C'est-à-dire que même s'il y a un scénario qui est bien, c'est une base qui est un peu bien, et puis on la transforme, mais c'est pas encore arrivé. Mais on en rêve tous. Hein. Mais est-ce que vous cherchez? En France, il n'y a pas vraiment ce truc à l'américaine des scénarios, parce que là-bas, les stars, c'est quand même les scénaristes, et donc c'est toujours des scénarios qui tournent, donc je reçois des scénarios de là-bas, mais voilà, j'ai pas envie de passer 3 ans de ma vie sur un truc que j'aime un peu bien. Il y a tout le reste du monde. Il y a des belles histoires. Ah non, ce que je veux dire, c'est par rapport au scénario, la grammaire d'avoir des... Ouais, mais c'est un truc hyper spécifique aux États-Unis, un peu aux anglo-saxons, d'avoir des scénarios sans réalisateur. C'est-à-dire qu'en France, en Italie, en Grèce... Ah ouais? Ah bah je suis curieux de lire. Surtout pour un scénariste, c'est vrai qu'en France, on est quand même dans des scénaristes réalisateurs, mais on a des vrais auteurs qui n'ont pas forcément envie de réaliser. Ils sont un peu réalisateurs. Ce qui est bien, parce que... Et c'est vrai que si on a vu ça sur la plateforme, quand ils viennent ici aux rencontres auteurs-producteurs, ils sont tous réals. Et effectivement, la plateforme a l'avantage d'être internationale avec des beaux profils. Et là, on sent que parfois, vraiment en discutant avec eux, on a l'impression que s'ils rencontrent un réalisateur et quelqu'un qui porte le film et qui a la même vision que lui du film, ils sont prêts à lâcher, parce que c'est aussi un booster de carrière pour eux. Ouais. Plutôt que d'avoir un film qui va passer de main en main une année, 2 années, 3 années, 4 années, si le film est fait avec quelqu'un qui peut le porter, derrière c'est parti leur carrière. Ils vont faire un 2e, un 3e, et c'est 10 ans de gagné. Non, mais ce modèle-là, moi je trouve que c'est un modèle, pour le coup, il y a plein de défauts dans le cinéma américain, mais c'est un modèle qui est bien, c'est-à-dire de donner beaucoup d'importance au scénariste, parce que c'est la pièce maîtresse d'un film. Et en France, le problème c'est qu'on n'en donne pas assez. Du coup, tous les scénaristes veulent devenir réalisateurs, à raison, parce que ils sont forcément... Il n'y a pas la place qu'ils devraient avoir, dans le sens où ils ne sont pas bien payés, ils n'ont pas le... Et du coup, ça crée forcément des scénaristes qui veulent devenir réalisateurs. Et du coup, il n'y a pas ce truc-là d'être bien en étant juste scénariste. Mais ça impacte aussi toute une profession, parce que réaliser, c'est quand même des idées. C'est pas le même métier du tout. Non, pas du tout. Et c'est vrai qu'on va... Enfin, moi, je sais que ça m'arrive de voir des films avec une très belle histoire et pas forcément très bien porté à la réalisation. Du coup, ça manque d'idées, c'est dommage. Et 2 fois à 2 cerveaux,
Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'en France c'est difficile. Nous, notre positionnement, on l'a depuis 7 ans avec la Maison des scénaristes à Cannes, c'est pas simple, mais ça change. Ouais. Ça change. Et on a de plus en plus de producteurs qui recherchent, même français, hein. À l'international, oui, ça c'est très net. Mais en France, ils font un réal et ils vont chercher un projet pour le réal. Ouais, mais c'est quand même très rare que des producteurs développent des scénarios sans réal en France. Non, ils alors ont que le réal et ils cherchent un projet pour le réal. Ouais. Voilà. Ça, mais voilà, c'est encore assez récent aussi, hein, mais autant pour les producteurs étrangers, il y en a beaucoup, autant un peu moins, mais ça commence à changer. Toi, c'était bien de vous entendre dire ça. Merci. Oui, j'en ai une. C'est peut-être la question bateau, mais le cinéma, ça bouge beaucoup. Ça a beaucoup bougé. Ça va beaucoup bouger dans la réalisation, dans l'écriture. Comment vous voyez les choses? C'est intéressant dans 5 ans. C'est quoi le cinéma, la production, la réalisation, la diffusion? Et comment vous voyez les choses? Et surtout peut-être faire un film sans forcément, je ne sais pas si tu fais référence à ça, Jeanne, mais il y a une réduction des films sur les grands écrans, sur les grands écrans, sur les salles. Moi je parle pour moi personnellement, mais c'est vrai qu'en tant que réalisateur, moi je ne me suis jamais imaginé faire un film qui ne serait pas pour la salle. C'est quand même un peu le rêve. Et de se dire, ça sera peut-être sur une plateforme VOD, même si on est sur des multi-écrans et que finalement un film pour une plateforme VOD, on peut le voir sur sa télé, mais de dire que ce film ira peut-être jamais en salle, par exemple. C'est à ça que tu fais référence pour l'évolution, les pratiques. Voilà, c'est ça. Faire un film, il sera peut-être vu sur un smartphone, effectivement. Ouais. En fait, je pense que ça va évoluer après, c'est vraiment dur de voir le futur, mais je pense que j'habite à moitié à Londres et je vois à Londres, il y a beaucoup de salles qui se développent, qui sont comme le Curzon et tout ça, qui sont des lieux où c'est des gens qui aiment bien voir des films, où on va boire un verre, il y a une bibliothèque et tout ça. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus un public, il y a le public multiplex et tout ça, un public comme ça qui vont voir des films pour ça. Et après, les plateformes Netflix, moi j'ai plein de potes qui n'ont rien à foutre, qui vont jamais au cinéma, mais qui regardent les films sur leur ordinateur. Et c'est ok, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je pense qu'il y aura une espèce de truc où ça pourra être financé par des plateformes comme Netflix, et puis il y aura un public plus petit qui aime bien aller au cinéma et qui regarderont les films sur le cinéma. Et après, je pense que le plus dur, c'est le côté petit film qui a un gros succès sur les écrans. Ça, c'est le truc qui va devenir le plus dur, je pense. Alors pour ces salles, moi c'est un truc qui m'a marqué à Londres. J'avais l'impression de retrouver le cinéma du début du siècle. Alors je l'ai pas vécu, mais on a lu plein de choses sur effectivement des salles de cinéma qui étaient d'ailleurs des films pour un public qui n'était pas forcément très riche, parce que c'était vraiment quelque chose pour le populaire, où on pouvait boire, parler, et c'est vrai que dans certains restaurants, moi j'en ai vu à Londres, on avait l'impression de revoir ça, alors que finalement les salles de cinéma c'est très froid, faut surtout pas faire de bruit, c'est cher, si on y va en famille, ça monte très très vite, et moi ça m'avait vraiment vachement plu cette façon de revivre le cinéma, de manger ensemble avant, de pouvoir en discuter et de pas dans être quelque chose de très... Non, c'est comme une sortie en fait. Voilà, ouais. Mais après, pour en revenir aux plateformes, je pense que en fait le truc qui est chiant pour l'instant, c'est que c'est que Netflix ou que ça, et qu'il n'y a pas du tout de sortie cinéma, parce que c'est encore la guerre avec les salles et tout. Mais à un moment donné, moi j'ai aucun problème à faire un film pour une plateforme comme ça s'il y a une petite sortie salle pour les gens qui veulent le voir en salle. Le truc intéressant là-dedans, pour pas que voir les trucs négatifs, parce que les trucs négatifs, on connaît tous, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de relation à une salle de cinéma, à le regarder avec des gens. Le truc positif, c'est qu'il n'y a pas la pression des chiffres, ce qui est quand même un point positif, c'est-à-dire qu'un film il se fait dégager très très vite si c'est pas rentable, et il y a beaucoup d'argent. Et donc en tant que réalisateur, moi si on me dit tu peux faire ton film mais uniquement si c'est sur cette plateforme, à un moment donné je me dis je vais faire mon film.
donc c'est pas que du négatif. Je pense que dans toutes les, c'est comme dans Dostoïevski quand il y a tout le monde qui dit les chemins de fer, ça va détruire le monde, les chemins de fer. Je pense que il va y avoir un moment compliqué, puis ça va prendre une autre forme. Et puis après, moi j'aime bien aussi, je fais des clips, donc j'ai pas que l'obsession du grand écran, et que je sais qu'on peut avoir un impact quand même, et quelque chose où les gens le voient sans forcément le cinéma. Après, forcément, quand on fait quelque chose de grand et tout ça, on a envie que les gens aient l'expérience cinéma, mais tout le monde ne va pas au cinéma non plus. Donc voilà, je pense que c'est une espèce de dialogue à trouver avec le public qui va s'ajuster avec tout ça. Si vous imaginez ça, est-ce que vous allez aborder un projet cinéma, ou est-ce que vous allez, sur le fond, hein, que je ne parle pas des moyens, mais sur le fond, est-ce que vous allez l'aborder de la même façon pour le cinéma ou pour les écrans? Est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas? Finalement, c'est la même démarche. Non, c'est une bonne question. Je pense que c'est pas la même démarche, dans le sens où c'est pas la même démarche d'aller acheter une place et d'aller au cinéma pour voir quelque chose, un spectacle. Je pense qu'au final, on peut se permettre plus de liberté dans quelque chose où juste on clique sur un écran pour regarder quelque chose, parce qu'on n'a pas forcément la même démarche de spectacle. Et après, dans la forme, forcément, on n'a pas envie de faire un western en 2:35 avec des grands espaces si c'est pour le regarder sur un tout petit écran. Donc c'est plus sur la forme que ça se joue, en fait. Au final, il y a plein de films qui sont géniaux. C'est-à-dire qu'un film à nos amours, c'est ok de le regarder sur Netflix. Enfin, je sais pas si c'est sur Netflix, mais c'est ok de le regarder sur un petit écran. 8,5, c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est aussi dans la forme que la question se pose. J'ai une petite question, parce que je l'ai posée à beaucoup de gens de contre-âge, mais sauf à toi. Qu'est-ce que tu donnerais en conseil pour un jeune réalisateur? C'est une question large. Après, au niveau de l'image, les audios. De faire des trucs, en fait. C'est-à-dire que maintenant, avec un iPhone, enfin c'est hyper bateau comme réponse, mais c'est de faire, de se tromper, de faire des courts-métrages, de faire des histoires, et d'en faire. Maintenant, c'est tellement accessible et c'est vraiment en faisant qu'on se trompe, on apprend, voilà, et de prendre du LSD une fois par an, parce que ça donne des bonnes idées. Ça, c'est pour les jeunes que je conseille ça. Vous donneriez comme conseil au scénariste maintenant? Au scénariste, je suis pas assez bon au scénariste pour donner des conseils, mais c'est d'écrire. Moi, quand je tourne pas, j'essaye d'écrire 2 heures par jour. C'est-à-dire soit de tenir un journal, soit de mettre des idées, mais de se forcer, en fait, à écrire. Quand c'est pas un truc naturel, il y a des gens chez qui c'est génial parce que c'est naturel et ils adorent ça, ils prennent du plaisir. Moi, je sais que quand je tourne pas, ou quand j'ai des moments où il n'y a pas grand-chose, je me force à écrire 2 heures par jour. Même quand c'est pas sur le scénario, mais voilà, comme ça, il y a la gymnastique est constante. Si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez à un moment donné ou à un autre à la traduction ou au sous-titrage, ou ça n'est pas votre sujet? C'est mon sujet, parce que je suis bilingue en anglais, parce que j'habite à moitié à Londres, j'ai ma fille à Londres. Donc la langue, les sous-titres, on vient de définir. J'ai passé énormément de temps, surtout comme le film a un ton particulier dans l'humour, dans tout ça, de le traduire. Et on se posait des questions, comme il y a des chansons qui font un peu sens, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois, il y a du Sardou, du Woolsey et tout ça dans le film. Il y a certaines chansons qu'on a traduites, même si c'est pas parce qu'elles donnent une espèce de résonance au film. Donc non, la traduction, le sous-titrage, c'est hyper important. Parce que c'est la voix du film, donc quand c'est nul, le film est nul.
moi, les bateaux, c'est là aussi, ou double bateau, ou bête, mais quand même, vous appelez Gavras. Oui. Eh ouais. Et j'aimerais bien vous entendre parler des rapports avec votre père. J'ai un rapport très sain, je peux pas tuer le père. Il est impossible à tuer. Hein. Je me suis jamais vraiment posé cette question-là, c'est-à-dire que ça a été toujours très naturel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres options que de faire du cinéma, parce que voilà, quand j'étais petit, la maison devenait ça parlait que de cinéma. C'était voilà, c'est là-dedans. Après, le rapport est assez sain. Mon frère est producteur, ma sœur est réalisatrice. On se fait tous lire les scénarios. On est très très durs les uns envers les autres sur les scénarios, sur tout ça. Donc et puis moi, assez vite en fait, je faisais mes trucs dans mon coin à partir de 15 ans, des trucs que je n'osais même pas montrer. J'ai pas osé montrer quelque chose à mon père avant 25 ans parce que c'était compliqué. Et puis c'était des trucs vraiment de petits cons. Mais maintenant, on a un rapport où je lui fais lire, il lit. Il me laissait. Ouais, après. Après, on fait un peu ce qu'on veut quand on est ado. Hein. C'est-à-dire que, voilà. Non, mais c'est un atout incroyable parce que forcément, j'ai appris des trucs beaucoup plus vite, de façon instinctive, parce que depuis tout petit, je suis sur des plateaux de tournage et j'entends mes parents parler, comme ma mère produit les films de mon père, donc ça parle que de ça à la maison. La musique de ce que c'est de fabriquer un film, ce que c'est parler aux comédiens, les tensions, tout ça, c'est quelque chose que j'ai assimilé assez vite parce que c'était mon environnement. Juste un dernier point, parce que je suis consultant en scénario, donc plusieurs fois que tu dis on est très dur entre nous. Est-ce que tu penses qu'il faut être cash quand on fait lire un scénario et qu'on se reçoit des choses dans la figure? C'est mieux? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui se braquent quand on est cash, il y a des gens qui ont besoin de ça, il y a des gens où il faut mettre du miel. Enfin, c'est comme quand on travaille avec une équipe, c'est-à-dire si on a des gens qui se vexent vite, on va pas être cash, on va mettre du miel, donc c'est de la politique, donc c'est voilà. C'est vraiment, ça dépend des gens. Mais il y a des gens qui ont besoin de moi je sais par exemple, si au montage, j'en parle parce que si on n'est pas très très dur avec moi, je vais pas écouter. C'est-à-dire faut qu'on me dise ça ressemble à Plus belle la vie, cette scène c'est dégueulasse. Faut aller très très fort pour que j'assimile le truc et je dise ok, il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Si on dit si on prend des pincettes, je dis voilà, j'écoute pas. Faut aller trouver un truc très profond où il y a un peu de vérité et très méchant pour faire changer d'avis. Mais ça dépend des gens vraiment, je pense. Bon, il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et puis on va aller voir le film. Et puis surtout, vous allez voir le film. Merci. Merci. Et merci pour Merci beaucoup. cette franchise, vous avoir dit un peu le tour de la